terre qui se dérobe au regard a néanmoins attisé l'intérêt des voyageurs et des commerçants qui vont jeter les premières bases d'une civilisation qui va naître sur les berges de l'Oued el-Jordania. Le sort avait décidé qu'elle émergea en plein cœur du plus grand erg et aussi l'un des plus rudes, le grand erg oriental. Une immensité spatiale, sacrée, qui sortit de nulle part et sans rendez-vous, pour accueillir sur cette terre une multitude de peuplades et de tribus. Elle est la ville des 1001 coupoles, la ville du soleil et du sable, la terre des hommes au teint basané, symbole de pureté et d'authenticité, le berceau des routes et de la douceur de la date, la source du Levant. El-Oued, terre de patrimoine et de civilisation, fut connue jadis pour son commerce florissant, grâce à des itinéraires permanents que tracèrent les caravanes. Chargées de dattes, de tabac, de laine et de sel, celles-ci sillonneront ensuite les routes menant à diverses destinations pour écouler leurs marchandises. À Radames en Libye, à Gadès au Niger, à Kano au Nigeria et Tombouctou au Mali. De ces lieux mythiques, les caravanes reprendront le chemin du retour vers El-Oued, ramenant d'autres richesses telles le parfum, l'ivoire, les plumes d'autruche, les cuirs, les encens et de l'or brut. Grâce à cette dynamique commerciale, El-Oued parvint ainsi à rompre son isolement et à accueillir une diversité de civilisations dont la première remonte à l'ère de la préhistoire. Puis se succédèrent d'autres civilisations parmi les Phéniciens, les Grecs et les Romains. La tentative des Romains d'explorer El-Oued et ses régions du sud se déroula durant la période comprise entre les ans 19 et 22 avant l'ère chrétienne, sous le commandement du gouverneur de la province romaine d'Afrique, Cornelius Pallius. De nombreuses sources historiques prétendent en revanche que les Romains ne sont jamais parvenus au Sahara, tout en précisant que les pièces de monnaie découvertes provenaient des intenses échanges commerciaux que connut la région. El-Oued connaîtra par la suite l'arrivée des Vandales et des Byzantins qui occupèrent la région jusqu'à l'avènement des conquêtes islamiques. En 1982, la région de Oued tomba la première aux mains des forces coloniales, puis c'était au tour de la région de Souf. Les forces militaires françaises ne parvinrent à s'établir dans la ville d'El-Oued que vers 1887. La wilaya d'El-Oued occupe le secteur sud-est de l'Algérie. Elle est délimitée par la wilaya de Tébessa au nord-est, les wilayas de Khenchla et de Biskra respectivement au nord et au nord-ouest, la wilaya de Djelfa à l'ouest et la wilaya de Ouergla au sud-ouest et au sud. El-Oued partage ses frontières est avec la République tunisienne. Les premières lueurs du soleil annoncent le début des activités humaines tout en laissant entrevoir progressivement les courbures des édifices en commençant par les fascinantes arcades supportant les murs, ces vastes boulevards, ces mosquées et leurs minarets. Outre ce tableau féerique, l'horizon d'El-Oued dessine l'immensité impressionnante de l'univers, procurant une intense énergie qui invite à s'activer chaque matin. La wilaya d'El-Oued est issue du découpage administratif de 1984. Elle est composée de 30 communes rattachées à 12 daïras. La wilaya d'El-Oued
se distingue par un modèle urbanistique des plus caractéristiques, façonné par des conditions naturelles et de milieux particuliers, ainsi que par la culture spécifique propre à sa population. C'est le prolongement du cachet arabo-musulman authentique qui se traduit à travers une palette d'éléments architecturaux tels les colonnes, les arcades et les chapiteaux. C'est également la ville des minarets et des coupoles. La population d'El Oued a su préserver depuis les temps les plus reculés la coupole qui transparaît à travers toutes les constructions. Les vents épousent la forme circulaire des coupoles et emportent le sable qui vient frapper contre le toit. Le milieu environnant impose à l'homme des défis de toute nature et lui confère les conditions de vie adéquates à même de vivre en harmonie avec les attraits de Dame Nature. À partir de ce constat, la population d'El Oued a fait preuve d'une grande intelligence en concevant ce système de coupoles pour les protéger du soleil brûlant dont l'intensité des rayons est éludée grâce à la courbure des coupoles qui réfléchissent les rayons lumineux du soleil, réduisant ainsi leur impact. En outre, les coupoles représentent également un parfait système d'aération et de refroidissement de l'intérieur des maisons. La ville de Gmar est connue pour ses portes historiques telles la porte de l'Ouest et la porte de l'Est. Elle tire également sa réputation de l'activité de la sculpture sur stuc grâce à ses brillants artistes qui avaient porté haut leur métier à l'image de Omar Gaga et tant d'autres natifs d'El Oued. La sculpture du stuc est loin d'être une activité banale et à la portée de tous. C'est un art qui exige un sens aigu d'observation, de contemplation, de précision et de sagesse. L'artisan doit également maîtriser particulièrement les bases de mathématiques et de géométrie. Ainsi se décline la ville de Gmar. Elle se pare de ses atouts de particularisme et de singularité qui forgent sa splendeur et sa beauté. Les portes de ses quartiers et de ses venelles exhale un pan entier de son histoire. Depuis les temps lointains, la ville d'El Oued a été un important centre économique et commercial pour les villes alentours, à la faveur notamment de ses marchés situés en plein cœur du quartier d'El Achash, qui représente non seulement un intérêt économique, mais jouissait également d'un statut social par l'entremise de sa place publique où le contact humain prenait tout son sens par l'échange d'informations et de nouvelles, le tout dans une ambiance conviviale d'animation culturelle. Hier comme aujourd'hui, ce marché conserve encore son cachet d'antan et ses effluves du passé. C'est un lieu où les gens se rencontrent et se côtoient pour s'échanger les nouvelles et également pour marchander. D'autant plus que ce marché est connu à l'échelle nationale pour la qualité supérieure de ses marchandises, notamment les céréales sous toutes leurs variétés et la riche diversité d'épices dont les arômes exquis chatouillent l'odorat. Les marchandises vendues ou échangées portent généralement le sceau de la région d'El Oued, dont les terres sont très fertiles et prolifiques, notamment les cacahuètes qui ont depuis longtemps bâti la réputation de la région. Outre les marchandises classiques, ce marché a connu depuis les temps les plus reculés
le commerce de diverses espèces d'animaux et de reptiles. De ce reptile, dont la bouche est cousue d'un fil pour éviter qu'il ne morde les autres animaux, à l'image de ce hérisson qui cherche à recouvrer sa liberté. Au centre du marché trône une multitude de cafés populaires traditionnels qui accueillent notamment les personnes âgées nostalgiques en quête de douces fragrances du passé en plein cœur d'un présent dont ils se détournent. Sirotant un thé aux saveurs irrésistibles, ils se rappellent un temps en égrenant des contes et histoires d'une époque où ils étaient tout jeunes. La wilaya d'El Oued dispose d'un riche ensemble d'infrastructures d'accueil et d'hébergement, offrant aux touristes de prestigieuses prestations de services à même de garantir leur confort et leur bien-être. Cela est d'autant plus vrai que la wilaya d'El Oued est depuis toujours la destination préférée des touristes. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, car El Oued offre une riche palette de sites naturels, archéologiques et historiques admirables. El Oued ne cesse de déployer des efforts incommensurables pour répondre favorablement à la demande de plus en plus exigeante de tous ceux qui recherchent des sensations fortes de plaisir et de détente. Quant aux hôtels de luxe à l'image de la résidence Dawiya, ils ont été conçus en y introduisant des touches artistiques toutes de magnificence. Nulle place à l'ennui lorsqu'on longe le chemin menant à l'accès de la résidence cerné de toutes parts d'élégants palmiers. Le caractère environnemental typiquement sahraoui a été mis en valeur à travers particulièrement le rite du thé en érigeant une représentation d'une kyrielle d'ustensiles entrant dans les préparatifs de ce breuvage séculaire tels la théière et les tasses de thé. La salle d'accueil, conçue également dans un style empli d'élégance et de beauté, est surplombée d'une immense coupole. Le séjour à El Oued est une symphonie de beauté qui se joue de jour comme de nuit. La somptuosité des lieux surclasse la limite du temps et le voyage se déroule de splendeur en splendeur avec une magie sans cesse renouvelée. Le secteur de l'enseignement supérieur n'a pas échappé à l'essor du développement initié à El Oued. Depuis déjà 2002, le pôle universitaire a vu le jour sous un apparat architectural en concordance avec les spécificités de la région qui transparaissent particulièrement à travers le climat d'El Oued, typiquement sahraoui. Le choix des couleurs pastel des façades permet d'atténuer la forte intensité des rayons lumineux du soleil. Le même résultat est obtenu en optant pour les coupoles. Les arcades sont également l'élément de base dans la conception architecturale de cette structure. Au centre universitaire sont rattachées de nombreuses annexes, dont l'annexe Sidi Mastour, qui englobe une section psychologie et orthophonie. L'annexe de la cité An-Nour, qui accueille l'Institut de droit et des sciences administratives. L'annexe El-Shuhada, qui abrite un département pour les sciences commerciales, et un autre pour la comptabilité, les impôts et l'informatique de gestion. L'annexe Bab El Oued, qui accueille un département gestion. Cela outre le pôle universitaire qui offre 2000 places pédagogiques et qui comprend un département histoire ainsi qu'un institut des langues. Parmi les nouvelles spécialités dont a bénéficié le centre universitaire, la sociologie éducative et l'électronique, toutes deux intégrées dans le cadre du nouveau système LMD. Le secteur de l'enseignement supérieur a également enregistré la réception de 2 résidences universitaires avec une capacité d'accueil de 500 lits chacune
et une autre avec 1000 lits. Non loin du centre universitaire, ce complexe de sciences et de loisirs a été construit pour répondre aux besoins de la jeunesse de la région, toutes catégories confondues. Dès l'entrée du bâtiment, une coupole dressée en plein cœur du hall fascine le regard. La joliesse des lieux et la beauté des formes revigorent l'esprit et provoquent chez le visiteur un élan de curiosité et d'admiration sur les mêmes prodiges qui avaient mis au jour cette merveille. Ce complexe abrite 7 ailes correspondant chacune à une spécialité. La plus importante est la salle d'audiovisuel, toute équipée d'instruments et de matériel à la pointe de la technologie. Les adhérents à cette option apprennent les langues vivantes et améliorent leurs performances en concordance avec leurs activités externes, tout en exploitant également d'autres équipements disponibles dans les salles avoisinantes, en l'occurrence les disciplines liées à l'informatique en liaison avec la toile mondiale de l'Internet. À leur façon, ils réduisent et raccourcissent les distances. Encore mieux, le centre a mis à la disposition des amoureux de l'astronomie des équipements très sophistiqués qui leur permettent de se rapprocher de leur espace extérieur avec l'aide de professeurs spécialisés en la matière. Le complexe abrite également une salle d'exposition, des ateliers et des bureaux administratifs qui veillent à répondre aux doléances et à satisfaire les demandes des adhérents. En outre, une salle de lecture riche en différents ouvrages accueille également les personnes qui désirent enrichir leur culture et approfondir leurs connaissances. Les ouvrages sont également prêtés pour les consultations externes. Le complexe est doté d'une salle de conférence et accueille des rencontres culturelles, des débats intellectuels et autres séminaires en tout genre. En puisant leur inspiration d'une architecture dominée par l'authenticité, les bâtisseurs de ce complexe s'étaient basés sur des éléments répétitifs tels les colonnes, les coupoles et les arcades, qu'ils avaient par la suite agencés dans une structure harmonieuse à même de donner naissance à ce vaste édifice de toute beauté. Ce style architectural est l'expression innée d'une volonté de dompter la rudesse du climat et de l'environnement. C'est aussi la traduction d'une appartenance spirituelle profonde et le besoin de s'adapter aux conditions défavorables du milieu. La réalisation de cet espace culturel est le couronnement somme toute logique de la dynamique culturelle qu'a connue la wilaya d'El Oued. Ce complexe contribue également à l'élargissement du cercle des adhérents par la mise sur pied de différents ateliers dont celui de la musique, de l'informatique, des arts plastiques, de la couture traditionnelle, une bibliothèque pour enfants et une autre pour adultes, ainsi qu'un atelier dédié au théâtre, avec la réalisation d'un théâtre à ciel ouvert d'une capacité de 3000 places.
Ces marches mènent au premier étage qui donne directement au hall ouvert vers l'extérieur par des fenêtres qui éclairent naturellement l'intérieur, dont les murs et le parquet réfléchissent les rayons lumineux du soleil. Les couleurs pastel, constituant le revêtement mural, absorbent la chaleur torride du soleil. Quant au plafond du hall, il est représenté par des coupoles ornées de sculptures sur du plâtre, offrant des représentations harmonieuses et symétriques exécutées avec finesse et précision. La réalisation de ces tableaux sur du plâtre n'est pas une œuvre de tout repos. À travers ce travail de haute précision, il ressort la part belle accordée au sens de l'observation très développée et dénote la diversité des formes et symboles utilisés. Lorsque les premières lueurs du soleil transpercent l'horizon, un tableau pittoresque se dévoile et prend toute sa valeur dès l'instant où le regard est empli d'admiration et d'ébahissement. Une série de silhouettes se dessine, laissant entrevoir son sable, ses coupoles, ses minarets et ses mosquées. La mosquée Sidi Masoud, l'un des vestiges les plus caractéristiques, se situe en plein centre du souk qui se trouve dans le quartier El-Ashash. Cette mosquée a été fondée par le cheikh Sidi Masoud al-Shabi aux environs de 1597. Hier comme aujourd'hui, elle conserve encore et toujours son élégance architecturale particulière qui transparaît notamment à travers ses coupoles conçues dans un style extrêmement attrayant. Ces 4 minarets singuliers ont été construits différemment. Chaque minaret se distingue par sa conception, sa décoration, la dimension et la forme de son dôme. La mosquée Sidi Masoud a depuis sa création connu plusieurs opérations d'extension et de restauration. Elle représente un joyau de l'architecture musulmane grâce à son authenticité et sa simplicité, notamment à travers ses arcades et ses colonnes qui supportent sa charpente depuis des centaines d'années. Ce sont en tout 63 colonnes, 76 coupoles et 4 portes qui composent l'essentiel des éléments architecturaux de cette mosquée qui accueille plus de 1000 fidèles. Ce minbar a été ramené en 1930 de la ville tunisienne Gafsa. Les personnes en charge de la gestion des affaires de Jama' Souk avaient conservé ce minbar dans son état d'origine. Le recours à des couleurs dorées ajoute au motif dessiné élégance et joliesse. Parmi les imams et les enseignants les plus célèbres de cette mosquée, Sidi Mohammed el-Hadi ben Mastour, son fils Youssef qui lui succéda, son petit-fils Bourzala, El-Hajj Abdallah, Sidi el-Jdidi et tant d'autres, tant la liste est longue. Le cheikh Chabrou est l'actuel imam de la mosquée. Les coupoles et les nombreux coins et recoins de la mosquée ont été ornés de sculptures sur plâtre en façonnant diverses formes qui, elles-mêmes, s'inspirent de différents styles décoratifs. Les éléments de décoration puisent leur modèle du monde des plantes et des formes géométriques.
disposition des motifs se fait dans un agencement symétrique et harmonieux. La répartition homogène des éléments d'ornement en concordance avec les arcades disposées à l'intérieur de la mosquée est ce qui confère à l'ensemble une magnificence inégalable et démontre le sens créatif très développé des artistes maîtres de l'œuvre. La mosquée Al-Udwani fut fondée aux environs de 1267, correspondant à 665 de l'Hégire, par le cheikh Al-Udwani. Durant plusieurs années, cette mosquée connut de nombreuses opérations d'extension pour connaître sa forme actuelle. En 1919, la mosquée Al-Udwani fut complètement rénovée grâce au concours de la population du village qui utilisa de la matière première prélevée aux alentours. Au début des années 90, cet édifice religieux fut reconstruit tout en respectant son style architectural originel. En 1995, la mosquée connut une extension de sa partie est et ses nouvelles dimensions sont alors de 40 mètres de long sur 23 mètres de large avec une superficie globale couverte de 920 mètres carrés. De la coupole centrale de la mosquée pend un énorme lustre qui étale sa lumière sur tout l'intérieur dévoilant les différents ornements et sculptures qui tapissent les murs et les plafonds, offrant un défilé de formes aussi diverses que diversifiées. Quant aux éléments arrondis qui ornent les différents coins de la coupole, ils portent chacun le nom d'un des califes orthodoxes dans un authentique style calligraphique maghrébin. Les couleurs choisies sont vives et s'accommodent parfaitement avec les couleurs du mihrab. Les responsables chargés de la gestion de cette mosquée expriment leur intention et volonté de construire une bibliothèque du nom du fondateur de la mosquée qui servirait à conserver les plus importants manuscrits et ouvrages dont certains datent de plusieurs dizaines d'années, voire des centaines pour certains. Ce rare trésor inestimable nécessite un intéressement des plus urgents de la part des responsables en vue de procéder à l'entretien, au tri et à la classification de ces œuvres. À proximité de ces mosquées, El Oued regorge également de zaouïas éparpillées sur l'ensemble du territoire de la wilaya. La zaouïa Tijaniya d'Al-Bayyada représente l'une des plus anciennes zaouïas de la région. Cette zaouïa conserve encore son architecture originelle, malgré l'agression du temps qui s'est égrené sur des centaines d'années. Bien au contraire, il semble même que les effluves de l'histoire ancienne hantent encore les lieux et leur confèrent beauté et splendeur. Quant à ses piliers, ils semblent résister en se dressant encore majestueusement et avec fierté, comme pour éterniser son appartenance à l'authenticité et attester son enracinement profond. Des détails au commencement interpellent le regard qui s'émerveille devant cette œuvre artistique qui traduit la beauté et la maîtrise des sculptures d'inspiration musulmane. Ces décorations faites de diverses formes qui s'entrecroisent révèlent le génie des artistes qui avaient réalisé ce travail de précision et de finesse.
La Zawiya de Gmar a été fondée vers la fin 1797, soit 7 ans après l'apparition de la confrérie Tijaniya. L'accès à l'intérieur donne sur un hall à partir duquel on peut apercevoir un ensemble de structures et d'annexes exceptionnelles, à l'exemple de l'école coranique, de l'espace réservé aux prières, d'un palais, d'un tombeau, de lieux d'accueil ainsi que de passages en forme d'arcade. Au centre se trouve un quartier représenté par un ensemble d'habitations disposées autour d'une petite mosquée que surplombe une coupole qui s'appuie sur une assise de forme carrée. Les Zawiya Tijaniya se distinguent des autres Zawiya par l'originalité introduite dans la construction des coupoles. En effet, cette coupole a été réalisée en forme de pyramide. Cette singularité accentue la beauté de cet élément de la Zawiya. C'est probablement la seule coupole parmi toutes celles d'El Oued qui se décline sous cette forme. L'ordre de la disposition des 7 places de la Zawiya a été fait de manière raisonnable, en concordance avec les 2 cours de la Zawiya, dont l'une est rattachée à la mosquée Sidi Ahmed Ammar et l'autre à la mosquée Sidi Mohammed L'Aroussi. Ces 2 cours s'intègrent parfaitement avec les autres bâtis de la Zawiya. L'intérieur de la coupole pyramidale n'est pas moins esthétique que son aspect extérieur. En effet, ses murs sont ornés de sculptures sur du plâtre qui se présentent sous diverses formes, rappelant des motifs géométriques ou des représentations de plantes. Les arcades et les coins de la coupole de la Zawiya ont été décorés avec de la sculpture sur plâtre où la calligraphie en est la dominante. La bibliothèque de la Zawiya conserve un rare et riche trésor de manuscrits dont certains sont séculaires. Les thèmes traités dans ces documents sont aussi divers que diversifiés. Certains ouvrages sont rédigés dans un style maghrébin. Quelques-uns de ces manuscrits sont l'œuvre de savants natifs de la région qui avaient remis leur réalisation aux responsables chargés de la gestion de cet héritage pour les mettre à la disposition des chercheurs et autres gens en quête de savoir. En plein cœur du quartier d'Al-Hachaj se dresse la Zawiya Sidi Salem Rahmaniya. Cette Zawiya porte l'appellation de Sidi Salem en relation avec son fondateur, le saint tutélaire Cheikh Sidi Salem ben Mohammed, lui-même affilié au saint Sidi Mahjoub, enterré à Qayrouan. Sidi Salem naquit en 1186 de l'Hégire à Ouedsouf. En 1236 de l'Hégire, il fonda la Zawiya qui porte son nom. Jadis, on les transporta de cette façon, alors qu'aujourd'hui les moyens de son transport sont plus modernes et plus rapides. Il s'agit du voyage de la roche de Tefza, extraite d'un filon à faible profondeur. Un voyage dont la destination finale ce sont les fours d'El Foulia.
dont l'appellation s'est depuis longtemps confondue avec ce métier. Cette matière ne sert pas seulement au stockage, elle connaîtra une série d'étapes qui la feront passer de l'état dur en une matière fine qui servira de base à l'esprit de créativité et à la création artistique. Les employés trient ces pierres en fonction de leur dimension et de leur qualité. Les fours traditionnels sont préparés. Ils sont de dimension moyenne et de forme circulaire. Localement, on les appelle « el-couche ». Les pierres sont disposées les unes sur les autres à l'intérieur du four, dont la base abrite une chambrette dans laquelle on allume le feu qui sert à chauffer les pierres. Ensuite, on les fait passer dans une machine qui va les broyer pour en faire une matière fine qui sera mise dans des sacs de même contenance, puis entreposée dans un endroit aéré et sec. Cette dernière étape signe la fin du voyage des pierres de Tefza qui avaient concédé leur forme originelle au four d'El Foulia. À partir de là, une autre histoire commence. Celle des mains prodiges de jeunes artistes d'El Oued qui vont insuffler à la pierre de Tefza une seconde âme en laissant libre à leur créativité. La sculpture du gypse représente un ensemble de techniques qui permettent la perforation de cette matière brute. Les motifs déterminés représentent par exemple des formes géométriques dont la base est l'interdépendance et l'entrecroisement de différentes formes. Toutes ces différentes déclinaisons décoratives sont utilisées pour l'ornement de surfaces de terrasses, de coupoles, de toitures et de colonnes. Cet art possède ses propres fondements et lois qui s'inspirent directement de la nature, telles les règles de l'équilibre, de la répétition, de la symétrie et de l'entrelacement des différentes formes. Toutes ces bases reposent sur les principes de la géométrie. En s'appuyant sur ces données, l'artiste excelle dans l'exécution de son œuvre pour laisser libre cours à son esprit d'imagination et à son intelligence. La population d'El Oued, particulièrement celle de Gmar, est reconnue pour sa maîtrise de la sculpture sur le gypse et ce, depuis les années 40 du 19e siècle. Parmi ceux qui portèrent cet art singulier à son summum de développement et de perfection, le regretté artiste Ammar Gaga, qui fut l'un des pionniers dans ce domaine. De nombreuses réalisations avaient signé son immortalité, à l'instar du grand dôme de la Grande Poste à Alger et les salles du Palais du Peuple. Son génie créateur a été reconnu par les célèbres architectes français de son époque. Cette reconnaissance a pour origine non seulement la qualité supérieure de ses œuvres, mais également les moyens modestes dont se servait cet artiste hors pair pour donner naissance à ses créations. La dextérité de cet artiste a été richement récompensée et reconnue. Il a reçu de nombreuses consécrations, dont la médaille d'honneur que lui avait décernée à Paris en août 1919 le ministre français du Commerce et de l'Industrie de l'époque. Le 22 février 1920, il a été admis en tant que membre au sein de l'Académie de la Construction et des Beaux-Arts de Paris. Plus tard, vers la fin de l'an 1930, il a été décoré du titre de l'Ordre du Mérite par le bey de Tunisie, Ahmed Pacha. Le palmier ne se contente pas de fournir la seule douceur de ses dattes.
Il génère également une matière première, les feuilles de palme, qui est utilisée dans la confection de nombre d'ustensiles aussi décoratifs que pratiques et utiles dans les activités de la vie de tous les jours. Cet arbre est une source de richesse intarissable. Malgré l'âge avancé de cet homme, le métier qu'il pratique depuis sa tendre enfance lui procure bonheur et satisfaction et atténue le lourd poids des ans. Il se voit alors gratifié d'une énergie renouvelée et d'une volonté à l'épreuve de tout pour lui permettre de reprendre aussitôt les forces. Ce métier ne nécessite pas de nombreux outils. La seule exigence qu'il est recommandé de satisfaire est tout simplement de montrer une certaine adresse à exécuter de simples gestes, mais néanmoins rapides, précis et harmonieux. En fait, pour maîtriser ce métier, il faut juste l'aimer par-dessus tout. À un stade avancé, il faut avoir recours à une aiguille d'épaisseur moyenne que l'artisan utilise pour coudre et fixer entre elles certaines parties de ses produits artisanaux, ultime étape de la finalisation. Les dernières touches sont alors entreprises pour que le produit soit enfin prêt à être utilisé. Parmi les produits que l'artisan fabrique à partir des feuilles de palmier, les nattes, les couffins qui se déclinent sous plusieurs formes et dimensions, les ustensiles de cuisine qui servent pour certains à faire le couscous, en l'occurrence le couscoussier, appelé localement el keskes, ainsi que divers autres produits utilisés dans la vie quotidienne. En passant des feuilles de palmier à ses tiges ou branches, on passe d'un métier à un autre. Exactement comme le passage, à travers ce geste simple, d'une sensation à une autre, ou plutôt d'une étape à une autre. Dans ce cas de figure, l'erreur n'est pas permise, voire pire, elle n'est pas pardonnée. Ici non plus, point de perte de temps car il est si précieux. Son esprit professionnel nous invite à découvrir cette activité en assistant aux différentes étapes qui mènent peu à peu à la finalisation du produit. L'artisan fait des trous sur ses pièces de même calibre à l'aide d'un outil tranchant et d'un marteau en bois, de telle manière à obtenir un ensemble d'éléments semblables, percés de la même manière et à l'identique. Ensuite, il fabrique d'autres petites pièces plates tranchantes de même dimension qu'il tissera en les faisant entrer par les trous dans une gestuelle d'entrecroisement entre deux pièces longues et parallèles. L'artisan se met alors à percer des trous aux extrémités de l'ensemble des longues pièces qu'il ajustera par la suite sur 4 tiges épaisses. C'est là que se produit le croisement horizontal et vertical pour donner cette configuration finale qui représente une toile renforcée et résistante.
La prochaine étape consiste à relier la toile qui fait figure d'assise à 4 autres tiges identiques, dotées elles aussi d'une sorte de branche tendre pour prendre des formes d'une extrême beauté et finesse. Le résultat final semble être une base d'appui et de confortement. L'artisan passe alors à une autre étape, celle où il va préparer d'autres pièces traitées de telle manière à les rendre plus souples et flexibles pour qu'elles soient facilement malléables. Cette dernière étape détermine la forme finale du produit. C'est ainsi que l'on fabrique des chaises en utilisant des tiges de palmier. Cette chaise est posée à proximité d'un palmier et dire que cet arbre représente le noyau dont est issue cette chaise. Les jeunes hommes d'El Oued ne sont pas les seuls à manifester leur attachement au passé de leurs ancêtres. La junte féminine n'est pas en reste. En effet, les jeunes filles d'El Oued participent également à préserver et à perpétuer leur héritage de tradition en pratiquant le tissage. Le résultat de cette activité se perçoit à travers les produits générés dont Al-Hambal, Al-Burabah, des couvertures, des tapis qui se déclinent sous différentes variétés, le burnous, le reshabia et tant d'autres produits. Les maisons de culture et les centres de formation professionnelle répartis sur l'ensemble du territoire de la wilaya d'El Oued ont largement contribué à encourager, à promouvoir et à préserver ces spécialités. Le défilement des rayons lumineux du soleil dévoile la sérénité et la grandeur de ces vieilles maisons qui se dressent encore dans cette région qui narre son histoire à tous, mais qui préserve intacte sa candeur et ses effluves. Les Ritanes, à Mihbahi, se trouvent à proximité de la région de Quinine, qui a été fondée vers 1590. Jadis, celle-ci porta l'appellation de Nezlet Rennam. On prétend que l'origine de cette appellation serait liée à un homme en quête d'un refuge. On lui conseilla alors de se rendre à cet endroit pour s'y établir et y allumer un petit feu, localement dénommé Quinine. Cet événement constituait l'élément fondateur qui permettra plus tard la fondation d'un groupement d'habitations dont les traces demeurent encore debout, défiant le temps qui se défile. La région de Ouedrir est connue depuis les temps les plus reculés pour avoir accueilli le nombre le plus élevé de saints tutélaires qui venaient dans cette contrée pour la diffusion du savoir et l'enseignement de la religion et de tout ce qui a trait à la vie quotidienne des habitants. Parmi ces dévoués à la cause humaine et religieuse, le saint homme Sidi Ali Ben Mahjoub, qui a été fasciné par la splendeur de cette localité pour y mener une vie d'ascète dans un environnement empli de paix et de sérénité. Tirdidine, terre des saints et noyau fondateur de la vieille El Jama'a,
est cet ancien village qui fut fondé sur les hauteurs d'une colline entourée d'une oasis de palmiers. Les principales particularités urbanistiques de ce village résident dans son architecture originelle, qui se décline à travers des rues et ruelles étroites et couvertes. Certaines versions rapportent que ce site avait été choisi dans le but de rassembler la population de Ouadrire éparpillée dans différentes régions. Cet endroit portera alors l'appellation de Dar Rijal al-Hashan, signifiant lieu des hommes de palmiers et de plantations. D'autres versions prétendent que le choix de ce lieu précis avait tenu compte des distances séparant les villes et villages alentours d'alors. Pour ce faire, des délégations de la population de chaque village démarrèrent en même temps. Après 2 jours de marche, le point de leur croisement représentera ce lieu de rencontre, El-Jama'a, terme à l'origine de l'appellation de ce village. Il ne reste de l'ancienne Jama'a que cet ensemble de maisons qui résiste encore contre les agressions du temps qui s'égrènent. Tout ce que recèle cette ville en héritage historique et naturel a fait d'elle un important site touristique drainant une foule immense de visiteurs. Les Qsour représentent l'un des patrimoines de valeur qui parsèment l'Oued. Au-delà de leur beauté singulière, ces vestiges portent en eux une dimension de civilisation. Les exemples ne sont pas rares. L'Qsar Tamerna, situé à proximité de Jama'a, en est une parfaite illustration. Ce Qsar reproduit le modèle de base sur lequel se fondent les Qsour de l'ancienne région de Ouadrire. Le Qsar abrite des habitations et des mosquées reliées entre elles par des sentiers et venelles bâtis avec des matériaux locaux tels l'argile, le plâtre, les feuilles et les branches de palmier. Récemment, l'Qsar Tamerna a bénéficié d'une vaste opération de restauration, ceci afin de préserver son style architectural particulier. Le type de construction adopté se fait généralement sur 2 étages, parfois recouverts dans une large proportion, cela dans le but de se protéger des rayons du soleil. La préservation et la protection de la mémoire collective d'El Oued ne s'est pas seulement traduite à travers les chantiers de restauration et de réhabilitation des Qsar et autres formes du patrimoine local, mais elle s'est également matérialisée par la conservation de diverses pièces et reliques archéologiques au niveau de 4 musées, dont l'annexe du musée du Moudjahid à El Oued, fondé en 1993. Il abrite différents témoignages retraçant l'histoire de la région durant la glorieuse révolution de libération nationale. La bravoure et la ténacité des combattants avaient porté un coup dur au moral des troupes des forces coloniales, ce qui les a amenés à édifier des camps de concentration et de torture au fin fond du Sahara. Parfois, le Sahara n'est pas seulement cet espace qui offre des moments exceptionnels de détente et d'évasion, mais en de nombreuses occasions, il n'est pas aisé à ceux d'entre lesquels leur liberté leur avait été ravie d'accaparer de l'immensité de ces lieux, ne serait-ce que quelques mètres. Ici même, le colonialisme avait construit l'un des plus grands camps de concentration appelé Bir Jdid, dans la localité de Douar El-Ma. Ce camp militaire était doté d'une piste d'atterrissage représentée par une longue ligne droite en plein cœur de ce sentier naturel. Ces constructions circulaires
servait de lieu d'internement et de détention où les populations sont ramenées pour y subir des tortures afin de leur extorquer des informations sur les Moudjahidines et les réseaux de soutien à la lutte de libération nationale. Ces pièces particulières servaient également pour le stockage d'armes. Sur les côtés, on entrevoit de petites ouvertures d'aération, mais point de porte d'entrée. En fait, à quelques mètres de ces pièces, des accès souterrains mènent directement à différentes petites chambres dans lesquelles on pratiquait la torture, alors d'autres étaient destinés à la détention. Non loin de ces pièces circulaires, des résidences pour les officiers et les soldats affectés à la surveillance ont été érigées. Les locaux réservés pour les officiers étaient structurés en 5 chambres et en une cour qui s'ouvre sur 3 portes. Quant à la partie destinée aux soldats, elle est composée de 7 pièces et d'une cuisine. Des ombres de splendeur façonnées par les lames de sable dans une région qui, à première vue, paraît dénuée de toute forme de vie. Ce décor semble aussi interdire toute possibilité de dompter ce rude climat. Non loin de la région de Telifaoui se trouve le village Robi. Certaines sources indiquent que l'âge de la fondation de ce village remonterait aux années 40 du siècle dernier. Après que toute trace de vie eut disparu et qu'il ne demeura à la périphérie que quelques espèces animales qui s'adaptèrent au lieu, le sable a enseveli les habitations et les mosquées, laissant émerger derrière quelques vestiges résistants, vaille que vaille, à la rudesse du climat. Ces reliques représentent le témoin vivant d'un temps passé que quiconque se trouvant ici ne peut abandonner. Cela, à l'exemple de ces colonnes supportant les arcanes d'une ancienne mosquée, luttant sans cesse contre les invasions du sable et les agressions des rayons du soleil. En plein cœur d'un tel mirage, comment peut-on retrouver son chemin dans l'immensité du désert d'El Oued sans se perdre? Les habitants d'El Oued ont résolu cette problématique depuis des siècles en apportant des solutions et des réponses à ces questionnements et à ces inquiétudes. En effet, pour éviter de se perdre, la population d'El Oued avait mis au point un système ingénieux de postes de repères appelé localement Gmirat. Elles sont exploitées pour matérialiser les itinéraires complexes en plein Sahara, notamment ceux empruntés par les caravanes. Ces repères signalent également la présence à proximité d'une source d'eau. Les Gmirat sont généralement disposés selon des distances régulières. Les étagements au niveau des Gmirat indiquent la distance qui reste à parcourir entre 2 points. Quelle autre intelligence peut rivaliser avec le génie des habitants d'El Oued? Ils avaient laissé des témoins encore vivants de leur passé. Des écrits profonds les ont immortalisés dans le livre de l'histoire.
Ceci est l'histoire de Burj al-Hamraya. Il s'agit d'un fort de surveillance et de contrôle érigé en 1930 durant la période correspondant à la présence coloniale française. Les pièces et les chambres de cet ancien site militaire sont encore debout malgré l'agression du temps et des conditions rudes du climat. Ce lieu demeure un site touristique qui draine les amateurs du tourisme historique et de la découverte. Ce sable qui puise ses couleurs des rayons lumineux du soleil raconte les liens sacrés qui le lient à cette terre qu'il a toujours bien accueillie. Il a alors occupé les 3/4 de sa superficie globale et formé de grandes dunes dont la hauteur oscille entre 80 et 120 mètres. C'est le Grand Erg oriental. Les sables d'El Oued ne se contentent pas de cette seule histoire. Elles donnèrent à cette région pendant une longue période son ancienne appellation de Oued Souf. Le terme Saïf désigne dune de sable. La relation qui fut établie entre les dunes de sable et épées tranchantes réside dans le fait que les sommets des dunes de sable rappellent le tranchant d'une épée. Avec le temps, Saïf devient Souf. El Oued est ainsi faite. C'est un tableau féerique de sinuosité et de courbures qui s'étendent à perte de vue. Ces paysages uniques fascinent tous ceux qui possèdent la faculté d'appréhender sans nulle hésitation une telle merveille en sachant évoquer la grandeur du palmier et la douceur du sable dans une rencontre sans rendez-vous. Il n'y a nulle place à l'étonnement de savoir que les dattes de cette oasis puisent leur saveur suave du sel de ce shot. Il n'est également que consternant qu'en plein cœur de cette blancheur immaculée, un enfant trouve son chemin en quête de la vie dans un long déplacement à la recherche de bois pour allumer le feu. Tout cela représente une large palette de paradoxes et d'anachronismes attrayants et que l'on ne trouve nulle part ailleurs qu'à El Oued. Les dépressions représentent l'une des formes géomorphologiques qui décrivent le relief d'El Oued. Ce sont des zones humides, se présentant sous forme de sépras, de marécages montagneux ou d'étendues d'eau naturelle, généralement le résultat de remontées d'eau à la surface. Ici, l'eau coule, stagne, est douce ou salée. La wilaya d'El Oued abrite 3 zones humides sur un total de 42 qui essaiment le territoire national. La majorité de ces dépressions se trouvent dans le secteur nord de la wilaya d'El Oued et s'étendent vers l'est avec des altitudes variables entre -10 et -40 mètres. Parmi les shots les plus connus, Oued Akhrouf, Chott Melrir et Chott Marwan. Les oiseaux d'eau représentent également un maillon de la riche diversité qui caractérise le Chott Marwan.
Parmi ces espèces nombreuses qui peuplent le Chott, on trouve la poule d'eau, le colvert, le flamant rose et l'avocette à la queue noire. Cet environnement offre à ces oiseaux un site inévitable du fait qu'elles en font une halte obligatoire lors de leur mouvement migratoire entre l'hiver et l'été. Non loin du Chott Marwan, le Chott Melghir est situé entre les communes d'Al Hamraya et d'El Mghir. Cette étendue d'eau accueille globalement les mêmes espèces d'oiseaux que le Chott Marwan. Quant à la richesse floristique qui évolue dans ce Chott, elle montre une grande ressemblance avec celle du Chott Marwan. Le Chott Melghir se trouve à moins 24 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il est fort probable que, représentement, les oiseaux du Chott Marwan quitteront ces lieux à destination du Chott Melghir en quête de chaleur et de quiétude, ou alors inversement. En survolant ces surfaces dépressionnaires, ces oiseaux s'offrent des moments uniques de bonheur et ravissent en même temps le regard des observateurs. Un cours d'eau qui sème la vie dans ce lac depuis des centaines d'années. Une tranquillité magique et fascinante qui inspire sérénité et quiétude dans les cœurs, une terre de splendeur et de relaxation. C'est le lac Al-Ayata qui se situe en bordure de la commune de Sidi Amran, non loin de la ville de Jama. Cette étendue d'eau abrite un riche peuplement d'oiseaux tels le colvert, le flamant rose, la poule d'eau et tant d'autres. La riche diversité faunistique et floristique qui caractérise ce lac traduit la diversité de cet environnement exceptionnel. Ce lieu représente une destination et une halte privilégiée par les oiseaux migrateurs qui viennent de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique pour passer l'hiver en toute sécurité. Après avoir quitté le lac Al-Ayata l'an dernier, voilà que le temps de retour arrive. Ces espèces d'oiseaux retrouvent un lieu familier qui s'accommode à son tour de leur présence. Un lieu où le ciel est bleu azur, l'eau est pure et les palmiers verdoyants. Ces oiseaux expriment à leur manière leur bonheur de se retrouver dans un endroit qu'ils connaissent parfaitement. Le lac Al-Ayata est caractérisé par sa profondeur importante. Ses eaux sont salées et la terre calcique qui tapisse son fond est de texture sableuse. Des gestes d'une extrême simplicité et une succession parfaitement agencée que dessinent ces oiseaux dans leur envol pour créer cette blancheur immaculée qui tranche avec la brillance de l'eau. Peu à peu, l'ensemble prend une dimension divine et s'exprime grâce à la complète concordance de ces éléments avec la verdure des palmiers. C'est ainsi que se décline le crépuscule du soir à Al-Ayata. Ces espèces d'oiseaux représentent pour les chercheurs et les spécialistes de l'environnement un modèle de choix pour leurs études et travaux de recherche. Elles constituent également une intarissable ressource dédiée au tourisme de découverte et de détente.
Que ce soit au-dessus de la surface de l'eau ou en plein ciel, l'harmonie de l'envol génère des sensations d'admiration et de contemplation. Ce spectacle fantastique fait naître le désir de se détacher du sol, de déplier les bras et de se laisser emporter par cette parade pour suivre à travers l'imaginaire ces oiseaux dans leur voyage jusqu'à leur destination finale. Une adresse différente pour une beauté magique. Ainsi sont faits les lacs d'El Oued. Outre le lac El Ayata, d'autres zones humides longent également la région de Wadir. Qanat Toyour, El Malah, le lac Sidi Khlil, le lac Ain Safra, Oued Sira et le lac Ain Zirqa. Le lac Ain Zirqa est une terre de contes et de légendes. Il représente également une importante diversité environnementale et biologique. La longue distance qui sépare le littoral du Sahara est vite raccourcie grâce à ces poissons qui accueillent les visiteurs à leur manière. Ces lieux avaient-ils choisi ce faste et cette magnificence pour y élire domicile, ou alors c'est la beauté qui a apporté son dévolu sur ces lieux? De retour à l'époque de la modestie et de l'authenticité, mais jusqu'où? Aux hauteurs vertigineuses des palmiers en plein cœur du sable, à la vie au milieu d'une nature vierge, à la verdure des palmiers qui tranchent avec le jaune doré des dunes de sable, une raie lumineuse et une quiétude admirable qui cache, tel un écrin, des secrets mystérieux. Ici, ce sont les ritanes, des cuvettes où l'eau de la nappe phréatique peu profonde est utilisée pour le creusement de routes, entonnoirs profonds de 6 à 12 mètres au fond desquels les palmiers dattiers sont plantés. De toute façon, aucun puits ne suffira à satisfaire aux besoins de tous ces palmiers. Pour contourner ce problème, la population locale a eu l'ingénieuse idée de planter le palmier à une certaine profondeur du niveau de l'eau, déterminée par des spécialistes, de telle manière à ce que les racines du palmier atteignent facilement la nappe phréatique. La date que donne ce type de palmier présente un faible taux d'humidité, ce qui facilite son stockage et sa transformation, une bonne résistance aux diverses maladies et une richesse en sels minéraux. Les ritanes avaient conféré à la population d'El Oued les conditions idoines à même de leur permettre de se fixer, alors que jadis, les gens préféraient se déplacer et effectuer des voyages de transhumance. Anciennement, Ar-Mala est un terme qui qualifie ceux qui creusent les ritanes. Ils déplaçaient sur leur dos des quantités importantes de sable. Une grosse partie du route est creusée. Le sens du creusement se fait dans la direction opposée au mouvement des vents. Par la suite, le vent se charge de creuser leur moitié du route. N'est-ce pas là une preuve tangible du génie créateur de la population d'El Oued dans sa stratégie intelligente de dompter le Sahara et de s'adapter aux rudes conditions de ce milieu aride? À perte de vue, un océan d'oasis de palmiers brise le silence du Sahara. Cette opulence de verdure dévoile sans hésitation le secret de l'extrême beauté des lieux. Cette toile de magnificence représente une touche de grandeur que domine l'humilité. Les rayons du soleil qui parviennent malgré tout au sol dessinent des silhouettes de beauté qui naissent du reflet des raies lumineuses
sur la surface de l'eau qui coule dans un mouvement perpétuel. Les techniques d'irrigation avaient connu un processus de modernisation notoire, après que la tradition dominait jadis cette activité en ayant recours à des procédés primitifs. Présentement, grâce aux forages de plus en plus profonds, dotés de puissantes pompes à haut débit, les besoins en irrigation de toutes les palmeraies sont largement satisfaits. Le palmier dattier représente la principale richesse de la wilaya avec plus de 3 613 415 palmiers, dont 2 631 473 palmiers productifs, couvrant ainsi près de 37% de la production nationale. La production moyenne sur les 3 dernières années est estimée à près de 135 000 tonnes de dattes par an. Grâce aux différents mécanismes nationaux dont bénéficie le secteur agricole, la wilaya escompte enrichir et développer cette culture avec un important programme de renouvellement de cette richesse en plantant plus de 1 million de palmiers. Les dattes d'El Oued sont parmi les plus prisées car de meilleure qualité. En effet, elles sont riches en sels minéraux, résistent à de nombreuses maladies, leur saveur est sans nul autre pareil et enfin, leur taux d'humidité permet un long stockage. Une nouvelle expérience agricole a été engagée à El Oued. Un tableau unique qui ne se trouve qu'à El Oued. Un olivier et un palmier, 2 arbres sacrés qui se dressent côte à côte. L'intensification de l'oléiculture a concerné de vastes superficies. La réussite de cette entreprise originale est une réalité à la faveur des différents mécanismes mis en branle par les autorités à l'instar du plan national pour le développement agricole et rural. Cette expérience unique a connu un vif succès. Ce nouveau venu dans le secteur agricole connaît un engouement particulier de la part des agriculteurs qui s'y consacrent avec beaucoup d'entrain. Ces informations introduites dans l'activité agricole ont généré une nouvelle dynamique d'une agriculture moderne et diversifiée qui répond à la satisfaction de la demande locale. Bien plus encore, cette réussite contribue même à l'essor de l'économie nationale. Les récoltes induites par cette nouvelle politique agricole dépassent les prévisions. La qualité supérieure du produit est un signe annonciateur de la continuation de cette initiative. Cela s'est traduit par la plantation de 800 000 plants d'oliviers. La cueillette d'olives est l'une des autres saisons de l'année à El Oued. Le plaisir de cette opération n'a d'égal que celle de la campagne de cueillette des fruits d'un labeur qui a nécessité travail dur et souffrance. Tout un chacun participe à cet événement qui consiste à dénuder l'arbre de ses fruits en ayant recours à différents procédés. Ensuite, les olives récoltées sont rassemblées et mises dans des palettes réservées à cet effet. Les femmes ne sont pas en reste. Leur participation est utile, voire capitale, car leur dynamisme et leur ardeur aux côtés des hommes sont un vecteur essentiel du travail en communauté. Après la récolte, la production prend le chemin des pressoirs. Ici, dans ces locaux, l'opération de tri est automatique. Les olives en mauvais état sont éliminées et le reste est débarrassé de feuilles et autres débris, puis lavé. L'huile d'olive d'El Oued recèle nombre de qualités qui en font une excellente huile. En effet, elle est caractérisée par une faible acidité, une saveur douce et une grande pureté.
Le paysage d'El-Oued fait de dunes de sable doré et des coupoles de la ville qui retracent sa longue histoire tranche nettement, et non sans émerveillement, avec ses formes circulaires de verdure qui brisent la monotonie et la monochromie du Sahara. Ce sont d'énormes champs de pommes de terre. Grâce au recours à de nouvelles techniques d'irrigation, la culture de la pomme de terre à El-Oued est devenue la principale activité agricole. L'irrigation par la technique de l'aspersion présente un double avantage. D'une part, elle permet d'économiser l'eau et d'autre part, elle limite le développement des mauvaises herbes nuisibles à la production. La culture de la pomme de terre à El-Oued a connu une rapide expansion. La production dépasse les 180 000 tonnes par an. Ce résultat prometteur est le fruit de la conjonction de diverses actions, dont l'extension des surfaces agricoles, l'ouverture de voies d'accès, l'élargissement de l'électrification, le forage de puits, qui permettent l'irrigation de plus grandes superficies de terres exploitées. À la faveur du dynamisme et de la grande volonté de ses agriculteurs, la wilaya d'El-Oued contribue de fort belle manière à alimenter, voire inonder le marché national avec ce produit de large consommation. Ce type d'agriculture a drainé une masse importante de main-d'œuvre qui s'est spécialisée dans ce champ d'action. L'expérience acquise dans ce domaine a permis d'accroître la production aussi bien d'un point quantitatif que qualitatif. Les jeunes d'El-Oued sont les premiers à avoir bénéficié de cette nouvelle manne agricole. Pour preuve, ils sont parvenus au stade du perfectionnement de cette agriculture, non sans exprimer leur amour pour ce métier. Les aînés montrent également un intérêt et pas des moindres pour cette activité, notamment lors des récoltes. La pomme de terre puise sa qualité de la douceur et de la pureté du sable d'El-Oued. L'opération de récolte de la pomme de terre à El-Oued est une tâche aisée grâce à la qualité de ses terres sableuses. Cette facilité de récolte permet à l'agriculteur de ramasser une grande quantité de pommes de terre en un temps record. La pomme de terre cultivée à El-Oued se décline sous deux variétés, la blanche et la rouge, dont le goût est caractéristique. Ces deux variétés montrent également une grande résistance à différentes maladies. Après la récolte, la pomme de terre est entreposée dans des cajots en plastique. De là, elle est transportée à destination de différents endroits à l'échelle nationale. Dans ce voyage, la pomme de terre quittera à jamais sa terre, une terre de beauté éternelle, d'eau qui coule à profusion, de sable doux et de couchers de soleil d'une beauté indescriptible. Leur nom est associé à l'aridité du climat et à la dureté de l'environnement dans lesquels ils évoluent depuis des millénaires, car parfaitement adaptés. Leur réputation de résister à la soif n'est pas usurpée. Ils peuvent vivre sans eau pendant plus de 40 jours. Ils pâturent sans gardien du mois d'avril jusqu'au mois de mai en se nourrissant de la végétation naturelle qui pousse dans ces lieux arides. Ces plantes leur procurent satiété, mais également résistance à certaines maladies telles la gale et la teigne. Les dromadaires ont une longévité de 25 à 30 ans. La femelle atteint sa maturité sexuelle à 4 ou à 5 ans. Après une gestation qui dure 12 mois, la mise bas s'effectue en aparté loin des regards indiscrets des humains. Les dromadaires ont un mode de vie particulier, se multipliant entre eux. Les individus se constituent en groupes. Le nombre de dromadaires à El-Oued dépasse les 27 495 têtes.
Les responsables en charge du secteur agricole ont pour mission de développer cette richesse animalière à travers un ensemble d'actions visant la protection de cette espèce et la création d'une structure dont le but principal est le développement de ce type d'élevage ainsi que l'amélioration génétique de cette race. Il est admis qu'il existe une relation étroite entre l'environnement et les êtres vivants qui peuplent ce biotope. Dans de nombreuses circonstances, il se crée un lien très proche entre la beauté de la nature et celle des créatures qui se mettent à chercher l'eau où qu'elle se trouve, une eau si rare que les différentes espèces n'ont d'autre choix que de résister à la soif qui les terrasse au point de perdre leur grâce et leur éclat. Le fennec est un canidé qui peuple le Sahara de l'Ouest depuis des siècles. Ce petit animal a élu domicile dans cet environnement où il s'est parfaitement adapté. Ni la chaleur torride du climat, ni la rudesse et l'aridité du désert ne l'incommodent. Le fennec ressemble au renard auquel il s'apparente. Mesurant près de 40 cm de long, ce petit mammifère arbore une fourrure très touffue et d'une douceur extrême. Les cieux de l'Ouest sont principalement habités par deux espèces d'oiseaux, l'une à tête rouge et noire et l'autre étale un plumage gris. Ces oiseaux de petite taille sont très vifs. Ils se nourrissent d'une variété de petits vers. Terrés sous le sable, de nombreuses espèces se développent et s'épanouissent parfaitement dans ces milieux qui apparaissent à première vue inhabités. Parmi ces espèces, le poisson de sable appelé localement al-Sharshmana. Cet animal se déplace dans le sable avec une grande agilité. Tel un poisson, il plonge et glisse dans le sable avec une très grande aisance. Lorsqu'elle est pourchassée à la surface du sable, elle file à grande vitesse. Lorsqu'elle se sent menacée, elle s'enfonce verticalement dans le sable à une profondeur de plus de 20 cm. Mais pourquoi tente-t-elle de se terrer sous le sable cette fois-ci ? Elle semble embarrassée par la présence d'un autre visiteur dans le secteur. Se peut-il que ses palpitations ou son mouvement lent intercèdent en sa faveur pour échapper aux morsures de ce reptile ? Cet animal appelé localement al-Waral mesure près de 40 cm de long. Il semble préparer une surprise à son rival. La crainte qu'il ressent lui a fait perdre ses capacités. Pour la seconde fois, elle échoue dans sa tentative de se soustraire à son ennemi en se cachant dans le sable. En revanche, ce reptile sort sa langue non pas pour s'amuser avec elle, mais pour en faire sa proie de la journée. Une grande concentration et un regard menaçant annoncent l'imminence de la fin de l'attente. En face, c'est un sentiment de désespoir et de défaite qui domine et nulle place à la fuite. Se peut-il que ce geste de la tête soit le dernier pour elle ? Peut-être que ces regards représentent pour elle sa dernière expression de supplication avant de quitter à jamais ce monde par un ultime mouvement. La vie est une éternelle répétition. Il se nourrit de plus petit que soi. Il s'acquitte de sa tâche et s'en va sans qu'il se rende compte que dans cette existence, il y a aussi d'autres formes de rapports de force. Ses mouvements se ralentissent et un sentiment de méfiance l'envahit. Cette fois-ci, il ne sort pas sa langue pour exhiber sa suprématie, mais plutôt par crainte.
un danger se rapproche de lui. En un laps de temps, l'équation existentielle est inversée. Il est convaincu que son salut dépend de la fuite, ne serait-ce que pour quelques instants. Ce jeune a hérité de son père l'art de la chasse des reptiles. Grâce à son instinct, il peut localiser le lieu de présence de ses proies. Voyons comment il se débat pour montrer la puissance de sa queue, ou plutôt, comment il se défend pour préserver sa vie. Peut-être que la proie qu'il vient d'ingurgiter lui a procuré assez d'énergie pour vaincre. Dispose-t-il de suffisamment de force pour échapper à ce jeune? Probablement oui, mais pas pour longtemps. Ce jeune poursuit son parcours à la recherche des reptiles. Avec le temps et l'expérience, il a pu acquérir la capacité à débusquer ces créatures qui, pourtant, sont si bien cachées dans le sable qui, désormais, ne les protège plus. C'est ainsi que le poisson des sables se trouve capturé entre les mains du jeune chasseur, à la même enseigne que son prédateur naturel. C'est là la confirmation de l'éternelle équation naturelle qui régit les rapports entre les plus forts et les plus faibles, qui évoluent dans un même environnement, de surcroît des plus rudes. Arborant ses trophées, ce jeune poursuit son chemin à la recherche d'autres secrets qui se cachent sous les sables. Le folklore aélouette se décline sous une multitude d'expressions et de styles en rapport avec la diversité des accords et des rythmes musicaux. Les spécialistes en art folklorique connaissent cette particularité et cette richesse. Parmi les manifestations folkloriques qui se déroulent au début du mois de mars de chaque année, le festival Baba Marzouk. Lors de cet événement festif, une troupe d'hommes exécute des airs de Qarqabou et de Tbl. Les sons mélodieux émis par les instruments de musique sont suivis d'une danse rythmée, dont la gestuelle revêt un particularisme notoire. Ces artistes apportent à leur œuvre une touche singulière qui s'exprime par de petits pas exécutés sous des acclamations des spectateurs. Cette fête confère à la ville d'El Oued une ambiance d'allégresse et de gaieté. Cette danse fait partie de l'histoire de la région. En effet, l'appellation que porte ce festival fait référence au saint homme Sidi Marzouk qui habita Fezzan. Sa tombe se trouve actuellement dans la ville de Nafta, en Tunisie. La population lui fit allégeance et lui voua obéissance et respect. Grands et petits contribuent à leur manière à la réussite de cette fête. Ils apprennent les pas de cette danse qu'ils connaissent depuis leur jeune âge. Ils font l'événement dans cette manifestation exceptionnelle. Cette manifestation culturelle dure une journée entière. Un large public représenté notamment par des familles assiste à cet événement et se délecte d'une série de représentations exécutées par les membres de la troupe. Outre ces festivités, El Oued abrite également tout au long de l'année de nombreuses autres manifestations et fêtes locales. Au printemps, El Oued célèbre la fête de la ville aux 1000 coupoles.
Cette saison est également célébrée, c'est la fête du printemps, une fête appelée localement Taqyut. Lors de cet événement, des plats populaires particuliers sont préparés par la population, notamment le pain traditionnel, el kisra, et le beurre, dhan. En automne, la wilaya d'El Oued se prépare à célébrer une autre fête dans une autre région, la fête des hommes d'El Hashan, à Ouadrir. Cette saison est également mise à l'honneur à travers la fête de l'automne qui coïncide avec le premier jour de cette saison. Les habitants du quartier participent à l'égorgement d'un dromadaire. Concernant les manifestations musicales, outre le festival Baba Marzouk, elles se présentent sous d'autres formes telles la danse populaire, Az-Zqairi, la danse Al-Hadra et le chant religieux, le Madih. La wilaya d'El Oued, c'est des fêtes à longueur d'année, un héritage populaire riche en variantes et en us et coutumes. Lorsque la lueur crépusculaire étale avec humilité son voile obscur, s'offre alors au regard une fabuleuse toile cosmique qui invite à la contemplation. À travers ce prisme d'opacité, apparaissent les contours d'une ville qui exhume l'histoire d'une fête traditionnelle telle qu'elle se déroulait dans les temps les plus lointains. Le choix de la future épouse dans la société bédouine se déroule lors d'une fête où les jeunes filles célibataires exécutent la danse Al-Nakh. En faisant tournoyer leur chevelure d'avant en arrière et de gauche à droite sous les airs du Rdassi. Le jeune prétendant se présente au milieu de la troupe de jeunes filles et lorsque son choix est fixé sur celle qui partagea sa vie, il la désignera en huile, encens et mouchoir ou alors il l'arrosera de parfum. Les youyous fusent alors de partout et les coups de fusil détonnent, exprimant ainsi l'accomplissement des premiers pas de mariage. Dans d'autres régions d'El Oued, cette étape préliminaire de la célébration du mariage est précédée dans l'après-midi par une fête réservée aux seules femmes. Lors de ce regroupement qui réunit les dames et les jeunes filles, la maman du futur époux choisit parmi l'assistance nubile sa future belle-fille. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب إذا قبلت شرطها مقبول. Lors de ce regroupement qui réunit les dames et les jeunes filles, la maman du futur époux choisit parmi l'assistance nubile sa future belle-fille. Une fois le choix fixé, les parents du futur époux se rendent au domicile parental de l'élu pour officialiser de manière définitive les fiançailles. Les parents et proches des deux parties assisteront alors à la séance et écouteront la demande de fiançailles introduite par les parents du marié et l'accord exprimé par les parents de la mariée. Globalement, c'est la même démarche qui est suivie par la majorité des régions d'El Oued, à l'exception de quelques variantes où les parents du marié se rendent chez la famille de la future épouse pour fixer la date des festivités ainsi que le montant de la dot. Après la demande qui est suivie de l'accord, la Fatiha est récitée et les présents s'échangent leurs congratulations. يبغي الدويلة يا نديدي والخيل تبغي المشالي يا واللي خرج من الدويلة يا نديدي الخاصيدة كان غالي.
Au lendemain du départ, localement appelé Arwah, de grandes festivités sont alors organisées pour les hommes et les femmes, chacun de leur côté. L'animation est alors assurée par les danseurs du Sqairi, des hommes munis de karabila ou fusils traditionnels baroud, les percussionnistes et les flûtistes. Cette danse particulière est exécutée par des hommes. Pour cela, un pied est levé vers l'avant au moment où l'autre sert d'appui, alors que les épaules sont mues par un mouvement saccadé et régulier. La danse al-Sqairi est qualifiée de danse de guerrier, un qualificatif qui transparaît à travers les symboles et gestuels qui sont rattachés à la lutte et à la résistance. La particularité de cette danse réside également dans l'harmonie de l'exécution des mouvements des danseurs qui arborent tous une tenue identique qui leur confère unicité et particularisme. Dans certaines régions d'El Oued, lors de l'étape du départ, Arwah, le marié est vêtu d'un habit caractéristique comportant une longue soutane, un burnous et un chèche. Il porte à la main une épée dont est accroché au manche un mouchoir rouge. La mariée, quant à elle, est parée de ses plus beaux habits. Elle est alors conduite sous les airs d'acclamation et de tir de fusil. Le coucher du soleil annonce le moment du départ, un moment qui consiste à conduire la mariée au domicile conjugal dans un cortège animé d'applaudissements et de chants. Une troupe de dromadaires est alors regroupée et sur l'un, l'on place El-Jahfa ou El-Hawdaj pour le marié et sur un autre dromadaire, l'on place Ar-Rahala pour la mariée. Le marié et ses accompagnateurs, parmi les présents, montent les dromadaires et les chevaux et la procession s'ébranle alors, sous les youyous et les déclamations en direction de la tente du marié. Dans certaines régions d'El Oued, à l'exemple de la région de Ouadir, la mariée arrive dans une maison appelée El-Hajba. Les deux époux demeureront dans cette maison durant 7 jours avant de regagner leur domicile conjugal.
Ainsi est faite El Oued, une ville riche en patrimoine, un patrimoine hérité d'une civilisation, laquelle civilisation est rattachée à une histoire, et habille d'un joyau doré de sable et de palmiers surplombant dans leur grandeur l'espace environnant. À chaque coin, des coupoles ornant le sommet des maisons et des mosquées accueillent les rayons lumineux du soleil le matin et s'en détachent le soir, à la tombée de la nuit. À chaque détour, des qsours et des venelles se dressent indéfiniment pour témoigner du passé glorieux d'El Oued, pour attirer le regard des admirateurs et des chercheurs en quête de traces de vie. Partout se trouvent des chôtes et des lacs. Une adresse différente pour un éclat magique. Les oiseaux migrateurs en ont fait leur halte privilégiée, aussi bien à la surface de l'eau qu'en plein ciel. En les voyant s'élever dans les cieux, on imagine la beauté de la vue qui s'offre sur les villages de la vieille Jama. Les minarets des mosquées, les coupoles de Zawiya qui se déclinent sous des traits de singularité et d'unicité, au-dessus des marchés d'El Oued qui libèrent des senteurs enivrantes et enfin des cafés populaires d'où s'échappent divers contes aussi réels qu'imaginaires. Une plongée dans ce milieu jaune doré dévoile la riche faune qui en a fait son domicile depuis des dizaines d'années, alors que d'autres squattent la surface du sable. Ce milieu exceptionnel a conféré aux créatures qui y vivent leur caractère de résistance, et pour d'autres, la beauté de ses couleurs et la douceur de sa texture. Pour leur part, les oasis de palmiers s'élèvent à une hauteur qui n'a d'égal que la grandeur de leur histoire et de celle des routes qui témoignent du génie créatif de l'homme d'El Oued qui a fait étalage de toute son intelligence pour dompter la nature, en faisant se rencontrer le palmier avec l'eau souterraine. Leur générosité ne s'arrête pas là. Ils ont également offert leurs feuilles que les hommes avaient brillamment utilisées pour confectionner différents ustensiles de la vie quotidienne, ainsi que leurs branches, que la créativité de main adroite transforme en divers objets d'utilité domestique ou autre. Sur la base de cette opulence, de cette richesse naturelle, de cette providence, se dégagent des airs d'abondance emplis d'émotions et de sensations enivrantes, qui émergent des profondeurs d'un cœur de bonté et de chaleur pour festoyer et célébrer des fêtes de sa ville, avec toute sa richesse culturelle qui puise ses origines d'un passé glorieux et d'une véritable authenticité d'appartenance.
Voilà la couronne que le complexe culturel arbore royalement pour t'emprunter un peu de ton temps sans t'en apercevoir. Cet apparat orne les différentes infrastructures à destination de la composante juvénile de la wilaya d'El Oued, à l'image de ce complexe de sciences et de loisirs, comme il participe également en profondeur à dévoiler sa splendeur et son éclat à travers toutes les structures du centre universitaire qui allient sacralité de la quête du savoir et la magnificence de l'appartenance architecturale empreinte d'authenticité. L'hôte d'El Oued reçoit également sa part d'admiration et de contemplation. Devant chaque entrée d'une résidence et partout où son regard se pose, il est accueilli par des sculptures et ornements, résultat de l'excellence et du sens artistique aigu de jeunes prodiges dont la beauté de leurs œuvres n'a d'égal que l'amour et la passion qu'ils vouent à ce métier, auquel ils ont donné vie et dont ils ont reçu reconnaissance et immortalité dans le firmament de l'art et de la créativité. C'est El Oued, l'emblème d'un passé lointain et la belle espérance que racontent les livres d'histoire d'une époque ancienne. C'est une ville que le soleil inonde de ses rayons lumineux. Les coupoles surplombent ses maisons. Ses terres sont riches et prolifiques. Des sables qui enserrent des palmiers, des lacs où la beauté a pris racine et où ces oiseaux qui tapissent ces lieux de leur blancheur avaient trouvé paix et sérénité. Est-ce El Oued qui avait choisi ces lieux pour exister ou alors c'est l'endroit qu'il a adopté pour y habiter? صدري الوردة الحنينة رباني ترابك يسوع يا صدري الوردة الحنينة ما بين أحضانك يسوع